Merci, bonjour à tout le monde. Un grand merci de m'accueillir, de m'avoir invité. Voilà, vous avez vu le titre là, c'est pas hyper sexy comme titre. Mais on va essayer de rendre ça un peu attractif et surtout de ne pas rester simplement dans... Vous m'entendez bien là-haut, c'est bon? Tout là-haut? Ok. De ne pas rester simplement dans des modèles, même s'il y a le titre modèle, on va essayer d'illustrer ça. Et je vais commencer tout de suite en vous racontant deux, trois histoires, deux, trois anecdotes. Une de ce matin, ma collègue Julia Boivin, vous la connaissez sans doute pas, mais vous pouvez taper sur Google Julia Boivin. C'est une collègue formatrice qui a une paralysie cérébrale. Et la paralysie cérébrale, elle a impacté son développement moteur. Donc c'est quelqu'un qui a les jambes en X. Vous savez, qui marche avec les jambes en X, qui a des spasmes dans les bras et qui a une élocution difficile. Et ce matin, elle a une réunion pour nous co-formateurs. Et elle a une réunion, elle est dans un hôtel ce matin, elle va prendre son petit-déj. Et la serveuse, pétrie de bonnes intentions évidemment, la voyant arriver, lui propose son aide. Et elle lui dit, j'ai pas besoin d'aide, c'est gentil, merci, je vais me débrouiller toute seule pour le buffet. Elle lui repropose de l'aide. 2 fois, 3 fois, elle finit par dire non. Un peu sèchement, mais elle finit par dire non. Elle prend son petit-déj en se débrouillant toute seule, bien sûr. Et puis c'est au milieu d'une salle où il y a plein de monde, évidemment. C'est meilleur parce qu'il y a une petite exposition sociale. Et au moment où elle va repartir, la dite serveuse vient la voir et lui tend les bras pour lui faire un câlin en lui disant « Vous êtes une princesse ». Voilà. Donc ça, pour faire écho à ce que disait Madame Padovani tout à l'heure, on est en 2021, quasiment 2022. Il y a eu tout un tas d'injonctions, injonctions réglementaires, injonctions législatives, injonctions humaines, pour nous amener à penser la place des personnes avec handicap. Vous noterez que je ne dis pas les personnes en situation de handicap, mais les personnes avec handicap, pour penser leur place autrement. Vous avez évoqué la question de l'égalité tout à l'heure, et manifestement, il y a encore un petit peu de travail à mener, comme ça a été dit en intro, étant entendu que l'intention de la dame n'était pas mauvaise ce matin. Elle pensait bien faire pour quelqu'un d'autre, et souvent c'est la place qu'on prend par rapport aux personnes avec handicap, c'est qu'on pense bien faire pour elles. La question sur la démarche inclusive, la question à se poser peut-être en introduction, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a à penser pour elles? Est-ce que véritablement on a à penser pour elles? Si on pense pour elles, est-ce que d'emblée on n'est pas en train de se dire qu'elles n'ont pas un statut identique au nôtre? Un statut de citoyen comme nous? Est-ce qu'on imagine que les gens que vous pensiez pour moi? Vraisemblablement pas. Donc on a encore beaucoup de boulot là-dessus. Deuxième anecdote, un service d'accompagnement à la vie sociale qui amène des personnes qui vont travailler à domicile, se labellise, donc il demande une labellisation pour pouvoir travailler avec les personnes qui ont un handicap. Et pendant la formation que j'assure sur cette labellisation, la première intervention, on me dit, c'est récent, hein, c'est il y a 2-3 ans, les trisomiques, il faut les stériliser. Parce que comme ça, on aura beaucoup moins de problèmes à régler. Voilà. Donc c'est les démarches contradictoires que vous avez évoquées ce matin, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on vient chercher un label pour pouvoir accompagner correctement une personne avec handicap, et dans le même temps, on peut avoir ces représentations-là. Je vais revenir, avant de démarrer véritablement, je vais revenir sur des mots pour vous inviter à réfléchir à ces mots. Les mots sont importants, pas simplement pour se faire plaisir, mais parce qu'ils sont porteurs de sens et de représentation. Des mots qu'a fort justement utilisé Madame Padovani ce matin. C'est votre nom, c'est pas votre nom? D'accord, parce que j'ai toujours peur, je suis nul en nom. Je suis nul en mémoire auditive, je suis vraiment nul. Donc, et voilà, et là je suis embêté dans mon allocution de ce matin parce que j'ai excessivement de mal à rester en place, et que là je suis obligé de rester en place à cause du micro-cravate qui est relié au fil là. Et c'est vachement compliqué pour moi ça, mais bon, je vais essayer de faire avec. Adaptation, vous avez dit tout à l'heure dans le petit jeu. Vous avez évoqué, parce que c'est des termes qui sont évoqués dans les lois, vous avez évoqué la question des bénéficiaires
usagers, résidents. On a une collègue qui s'appelle Noémie Nolot, vous pouvez regarder aussi sur Google, où vous voulez, qui est quelqu'un qui est en fauteuil, qui est trachéotomisé, qui n'a aucune possibilité de faire face aux gestes quotidiens, c'est-à-dire manger, se laver, aller aux toilettes, se mettre toute seule dans son lit, etc. Elle ne peut pas. Donc elle a tout le temps une aide avec elle. Et elle intervient beaucoup. Et quand elle intervient, elle dit quelque chose qui ne nous plaît souvent pas à nous, les professionnels. Elle dit il va falloir qu'à un moment donné, les professionnels, quels qu'ils soient, comprennent que nous sommes les clients. C'est nous les clients. Et qu'il faut avoir cette approche-là d'une démarche inclusive, puisqu'on parle de ça, qui considère la place des personnes, alors peut-être pas comme des clients, mais qui la considère définitivement autrement. Vous avez évoqué aussi la question je vois pas, oui, personnes en situation de handicap, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez évoqué la question des besoins. La question des besoins est centrale, reste à définir dans une démarche dite inclusive qui évalue les besoins. Et, élément important aussi, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille, des personnes avec une reconnaissance de handicap, me disent il y en a assez qu'on ne fasse qu'évoquer nos besoins, il serait urgent que l'on parte de nos envies et de nos désirs. Ça serait important. Vous avez parlé de la convention ratifiée par le président Sarkozy en 2010. Pour mémoire, cette convention de l'ONU, elle a été mise en place en 2006. Ça veut dire qu'il a fallu 4 ans à la France pour la ratifier, mais ça a été ratifié, c'est déjà ça. Ratifier une convention, ça veut dire qu'on s'oblige à l'appliquer. Et quand on regarde le texte de la convention, force est de constater que 11 ans après, on n'est toujours pas dans l'application de cette convention. Et puis je vais finir, pour faire des amis, avec notre secrétaire d'État, Madame Cluzel, qui communique assez régulièrement, et c'est son choix, sur le fait qu'il faut communiquer sur les personnes, j'emploie ces termes, les personnes en situation de handicap qui réussissent. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement... Évidemment qu'il faut communiquer sur les personnes qui réussissent, et souvent les sportifs, en l'occurrence, qu'on l'on voit avec handicap, sont des sportifs qui ont réussi, qui ont ramené des médailles, etc. Mais je ne suis pas sûr des retours qu'on me fait dans tous les endroits, tous les établissements et services dans lesquels je passe, je ne suis pas sûr que ça soit absolument souhaitable pour l'ensemble des personnes de ne communiquer que sur l'élite des handicapés, comme disent certaines personnes. Voilà, je m'arrête là-dessus. Si, juste le CNCPH que vous avez évoqué tout à l'heure, Conseil national consultatif, donc il est consultatif. Et les personnes qui siègent au CNCPH que je connais nous disent bien que c'est consultatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à l'élever au rang d'un conseil qui a droit de citer et droit de vote. Ça reste consultatif. Donc les représentations sont encore un peu loin. Il va falloir que je surveille le temps, ou alors je peux aller très très vite, c'est ça que je vais faire. Je vais aller très très vite en vous lisant une information que ma femme m'a fait suivre ce matin. Ça s'est passé hier à Lyon. Après la présentation du 5e rapport de la Commission communale pour l'accessibilité de la ville de Lyon aux handicapés par l'adjointe machin truc, la nouvelle leader par intérim de la droite de Lyon, droite on s'en fout, mais de la droite à Lyon, a pris la parole. Alors qu'elle s'interrogeait sur la pertinence des acteurs choisis pour travailler le sujet du handicap, elle a répondu de façon abrupte. La participation de 2 associations, la Ville à Vélo et la Maison du Vélo, m'a fait sourire. Je n'avais pas saisi que l'on allait pouvoir faire pédaler un pied-beau ou un cul-de-jatte. Donc ça, c'est l'équivalent du maire de Lyon, hier. Pardon pour le micro. Voilà, donc ça pourrait aller très vite et on pourrait se terminer là-dessus. Je vais juste vous faire quand même, vous expliquer mon parcours, pas pour parler de moi, mais pour que vous compreniez les préoccupations et les convictions et les croyances qui sont les miennes. Il y a marqué en bas que je suis à l'INSHEA, maître de conférence, très bien. Ok, j'ai commencé comment ? J'ai commencé, puisque personne n'est parfait, j'ai commencé par faire des études de psychologie. Désolé.
Mais là où je me suis un peu spécifié déjà, c'est que contrairement à l'ensemble de mes collègues étudiants, j'ai pas choisi la psychopathologie, c'est-à-dire l'approche par la question de la maladie, de la pathologie, de la thérapie, etc. J'ai choisi la psycho du développement. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé d'emblée, c'est comment une personne, quelle que soit sa condition, passe les étapes de la vie pour aller de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On ne va pas dire la mort, c'est pas intéressant. Jusqu'à l'âge adulte, voilà. C'est ça qui m'a intéressé dès le début. Et en faisant ça, j'ai commencé à travailler en crèche. Et dans les crèches, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est pas de m'occuper juste des bébés, mais c'était de m'occuper des bébés en lien avec les familles et en lien avec les professionnels. C'est-à-dire rentrer dans cette démarche de co-construction que vous avez évoquée ce matin, cette démarche de coopération. Et puis, comme c'était un petit boulot, j'étais attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la fac en même temps. Et j'ai commencé une recherche avec une collègue. Et on a fait une recherche sur, un peu bizarre, sur les émotions et l'expression des émotions. Et on a pris 2 groupes de bébés. Enfin, on a recruté 2 groupes de bébés. Des bébés dits ordinaires, j'ai horreur de ce terme-là, mais c'est le terme qui est utilisé. Des bébés dits ordinaires et des bébés avec une trisomie 21. Et on leur a fait boire des solutions qui étaient sucrées et amères, quelque chose qui devait être bon et quelque chose qui devait être mauvais. Et on a filmé ça, je vois les caméras, on a filmé ça et on a monté une séquence de film avec les réactions mimiques des bébés. Et nous, on avait codé les réactions mimiques et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune différence entre l'expression des bébés avec trisomie et l'expression des bébés sans trisomie. Quand ils aimaient, ça se voyait, quand ils n'aimaient pas, ça se voyait pas. Quand ils n'aimaient pas, ça se voyait aussi. Et du coup, on a projeté ces séquences de films à des mamans, mais des mamans qui n'avaient pas de bébé avec handicap, et on leur a demandé, à votre avis, ce que le bébé est en train de boire là, est-ce que ça lui plaît pas, ou vous ne savez pas? Eh bien, étonnamment, ou pas étonnamment, moi ça m'a étonné, mais c'est le début d'une interrogation qui continue, la majorité des réponses ont été « je ne sais pas », quand il s'agissait de bébés avec trisomie. Alors que, je vous le redis, on avait bien vu, en codant, que les réactions étaient tout à fait visibles. On a fait la même chose avec des étudiants de psycho qui n'avaient pas d'enfants, et même résultat. C'est-à-dire que dès qu'ils ont identifié ce qu'on nomme une différence, et c'est un terme avec lequel il faut être très prudent, si j'ai le temps, j'y reviendrai, dès qu'ils ont identifié une différence, ils ont bloqué leur schéma de réponse comportementaux habituels. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Même quand on est hyper spécialisé, hyper formé, c'est quelque chose qu'on peut faire tous. Donc, cette histoire d'identifier quelque chose qui n'est pas comme moi a une incidence dans toutes les relations humaines, mais a une incidence particulièrement forte dans l'accompagnement des personnes avec handicap. Donc, je vais démarrer le PowerPoint avec une citation de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Dominique Depenne. Dominique Depenne, c'est un ancien éduc spécialisé qui est sociologue maintenant, sociologue politique, je crois, il dit. Et il dit « Entrer en relation avec un autre qu'on a déjà réduit à ce que l'on sait ou croit savoir de lui, c'est exactement supprimer toutes les possibilités de le rencontrer. » Ça, c'est la question des représentations et des projections qu'on a sur les personnes. Garder sa faculté d'étonnement, c'est garder sa faculté de commencement d'une relation humaine. Donc, ça veut dire, et je vais arriver à ce terme-là, qui est un terme absolument essentiel, sur lequel on aura, pour certains d'entre vous, l'occasion de rediscuter cet après-midi dans la table ronde. J'introduis le terme d'accompagner. Qu'est-ce que c'est accompagner? D'abord et surtout une page blanche, car de la mise en relation sans jugement dépend la mise en chemin dans la réciprocité. Maëla Paul, qui vient des sciences de l'éducation, nous dit ça. Elle nous dit étymologiquement, accompagner, c'est accompagnis, c'est partager le pain. Et on ne peut pas partager le pain sans être avec quelqu'un. Donc accompagner, c'est être avec. C'est pas être derrière, c'est pas être devant, c'est être avec, à côté, à son rythme. Mais ce qu'elle dit, et qui est drôlement intéressant, elle dit l'objectif de l'accompagnement, c'est d'être invisible. Comment on peut être avec quelqu'un en étant invisible? Ça paraît excessivement contradictoire. Et pourtant, il suffit de comprendre que
Être invisible, c'est parvenir à mettre ses propres représentations et ses propres jugements sous silence. Accompagner quelqu'un, c'est être avec lui pour ce qu'il est, pas pour ce que je pense qu'il doit être, pas pour ce que j'imagine ce qui est bien pour lui. C'est parvenir à mettre mes propres représentations sous silence. Je vous donne un exemple. On a une jeune femme de 20 ans avec une trisomie 21. Cette jeune femme, elle a fait tout son parcours à l'école, école, collège, lycée professionnel, elle a un CAP. Ses parents ont toujours voulu qu'elle soit, encore une fois, j'aime pas le terme, mais je l'utilise, en milieu ordinaire, pour qu'elle puisse, selon eux, avoir le plus d'éléments pour pouvoir choisir, pour l'autonomie. On en parlera aussi cet après-midi de ce sacré mot d'autonomie. Ils ont toujours fait en sorte qu'elle puisse être en milieu ordinaire. Et cette jeune femme qui est en couple dit « je veux un bébé ». Et du jour où elle dit « je veux un bébé », sa maman prend rendez-vous à l'hôpital pour engager une procédure pour une ligature des trompes. Parce que c'est inentendable pour la maman. Et bien ça, on ne doit pas et on ne peut pas le juger. Parce qu'on ne peut à aucun moment se mettre à la place d'eux et comprendre ce qui anime la colère de cette maman. Par contre, on doit l'accompagner. C'est-à-dire, je ne parle pas d'accompagner à la ligature des trompes, évidemment, hein, vous aurez compris, mais c'est accompagner la situation et les personnes comme elles sont. Je vous ai mis une autre citation de Marcel Nuss. C'est pour ça que je vous ai mis les photos, pour ne pas décrire. Être disponible, attentif, attentionné, adaptable, réactif et tolérant est le fondement de toute bonne présence à autrui. Vous vous rendez compte tout de suite à quel point c'est exigeant. C'est ambitieux et exigeant, mais nécessaire. Marcel Nuss, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui, vous voyez un petit peu sa condition physique, c'est quelqu'un qui n'a pas possibilité de mobiliser ses 4 membres, en tous les cas ses membres supérieurs, et qui a beaucoup milité pour la mise en place des assistants sexuels, qui, à ma connaissance, ne sont toujours pas mis en place en France. Puis j'ai pas de religion là-dessus, mais il a beaucoup milité pour la mise en place des assistants sexuels en disant mais quand on ne peut pas assouvir et répondre à ses besoins par soi-même, puisqu'il s'agit de besoins fondamentaux, il est important que l'on puisse être aidé et soutenu sur ces questions-là. Évidemment, ça ne va pas, vous imaginez, sans générer tout un tas de débats sur quelle est la place de l'aidant ou de l'assistant sexuel dans la vie d'une personne. Je vous ai remis une citation de Dominique Depen pour sortir aussi de tout un tas d'éléments qui sont souvent issus de nos formations et de ce qu'on entend ici à droite ou à gauche. Il n'y a aucune relation dans la distance, c'est la proximité qui garantit la relation et la distinction. Vouloir accompagner quelqu'un dans la bonne distance, c'est complètement contradictoire. Ce qui nous intéresse, c'est d'être dans la juste proximité. Comment je fais pour comprendre au mieux comment fonctionne cette personne et comment je fais pour lui rendre au plus accessible comment moi je fonctionne. Et ça, on ne peut le construire que dans la proximité, jamais dans la distance. Pourtant, on nous a souvent dit et redit que c'était en se mettant à distance des personnes qu'on allait se protéger le mieux. Il y a bien des moyens de se protéger en étant proche des personnes, quand on n'est pas dans l'affectif, mais dans l'affection. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Diapo suivante. Je vais aller vite parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour discuter. Vous inquiétez pas de tous ces termes qui sont pénibles. Je vais les expliquer, je vais essayer. Quels enjeux pour les professionnels autour de la démarche inclusive ? Un premier enjeu qui n'est pas évident, c'est passer d'une posture d'expert, alors que nos formations sont faites pour nous donner l'impression que nous sommes des experts, passer d'une posture d'expert à une posture de facilitateur. C'est le principe de l'empathie. L'empathie, et on va mettre ça par terre tout de suite, l'empathie, contrairement à ce qui est écrit dans le Larousse, ne peut pas être le fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas besoin du handicap pour ça. On ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut jamais ressentir et vivre ce que vit quelqu'un d'autre. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre en résonance avec une personne et
dans ce principe-là, l'idée, c'est de pouvoir être facilitateur pour cette personne. Deuxième principe de congruence, le mot importe peu, c'est parvenir à laisser place au doute. Dans l'accompagnement, plus on aborde l'accompagnement de manière avec des certitudes, moins on laisse l'espace de l'expression de la personne et de son identité. Donc ça, c'est un élément qui est drôlement important aussi. Et puis, celui que je préfère sans doute, c'est accueillir la personne comme elle est, avec une absence totale de jugement. C'est très difficile, c'est même impossible. Hein. C'est impossible. Là, la jeune femme, quand elle nous a annoncé l'histoire de la ligature des trompes, l'éducatrice qui était à côté de moi n'était pas du tout en mesure d'être hors du jugement. Il y a plein de fois où on ne peut pas, mais dans la mesure du possible, essayer de limiter l'expression du jugement, ce qui nous ramène à un principe, peu importe principe, mais de considération positive inconditionnelle. L'idée, c'est de se dire que la personne est compétente, la personne est capable, si vous voulez employer ces termes-là, et que nous devons lui faire confiance, y compris pour qu'elle puisse nous dire ce dont elle a envie ou pas, besoin ou pas. 2 citations encore. Les personnes en situation de handicap ne relèvent pas d'un type humain à part. Comme tous les êtres humains disséminés sur la planète, elles sont des variations sur un même thème, le fragile et le singulier. Charles Gardou, qui est anthropologue, professeur d'université, anthropologue. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle me permet de nous rappeler que nous participons et nous partageons une même humanité. Et Alexandre Jolien, vous avez la photo en bas aussi, que vous connaissez peut-être. C'est un homme suisse qui est né avec une paralysie cérébrale qui a impacté beaucoup son développement. Du coup, dès le plus jeune âge, il a été placé en institution, en internat même, plus exactement, au motif qu'il était identifié comme, j'emploie sciemment le terme, hein, au motif qu'il était identifié comme débile. Et donc il a passé 18 ans, je crois, en internat, avec lui n'ayant aucun embêtement au niveau intellectuel, cognitif, avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles, des troubles psychiques, etc., etc. Et il en a tiré une force plutôt qu'un élément, et il est devenu philosophe depuis. C'est pour ça que c'est un peu compliqué ce qu'il écrit, mais on va essayer de le comprendre. Toute réduction qui circonscrit l'homme en niant l'unicité de l'individu confond l'accident et la substance. Ça veut juste dire une chose, très très simple. Si vous ne m'abordez pas comme une personne à part entière, vous confondez l'étiquette que j'ai sur le front, c'est-à-dire la pathologie ou le diagnostic qu'on a posé sur moi, et la personne que je suis, c'est-à-dire mon identité réelle. À chaque fois qu'on aborde une personne avec une approche par le trouble, une approche par le handicap, on ne prend pas le temps et on ne prend pas le soin d'aborder la personne pour ce qu'elle est véritablement. Et tout ça renvoie à la question de l'invisibilité que j'ai déjà évoquée, donc je ne reviens pas dessus. Une autre citation, toujours de Gardou, en plein dans la thématique qui m'est demandé de développer aujourd'hui. Ce nouveau cadre de pensée, la société inclusive, interroge puissamment notre forme culturelle. Il questionne tout lieu d'éducation gouverné par la norme, le niveau et le classement. Il remet en cause les milieux professionnels arc-boutés sur des standards. L'enjeu est de taille, la transformation des esprits et des pratiques prendra du temps, effectivement. Mais la nécessité est là, chacun a chacun le droit inaliénable d'y prendre part, toute sa part, ce qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la conviction inconditionnelle d'appartenance. Reconnaître que les personnes comme nous appartiennent à une citoyenneté de droit qu'il ne convient pas, qu'il est même indécent de re-questionner ou de questionner tout simplement, à l'image de cette idée qu'il faut stériliser les trisomiques, par exemple. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans la présentation de mon parcours, c'est que en même temps que... Oui, je vous ai pas dit que j'étais directeur d'établissements et de services médico-sociaux pendant un peu plus de 20 ans. J'ai oublié ça. J'ai arrêté il y a un an. Épuisé par les contraintes. Et que dans le même temps, j'ai été 20 ans bénévole et dirigeant d'un des plus gros clubs de judo français. J'étais président de ce club.
et que j'ai pu constater aussi dans ce club qu'il y avait d'autres personnes qu'on pouvait considérer comme vulnérables ou fragiles. C'est les athlètes de haut niveau, sans handicap, qui sont souvent mis à mal dans leur physique, qui sont souvent mis à mal dans leur psychisme, qui sont souvent mis à mal dans leur ego, et que finalement accompagner des athlètes de haut niveau, dont vous connaissez sûrement certains, parce que c'est les médaillés olympiques, mondiaux, européens, etc., c'était pas si différent que d'accompagner des personnes avec handicap, à partir du moment où on arrivait à comprendre la nature de leurs besoins, effectivement. Alors le rôle de l'environnement, ça va être un peu plus conceptuel. Si toutefois vous trouviez que c'était pas trop conceptuel là, ça va être un peu plus conceptuel. Historiquement, il y a deux approches successives, un peu plus, mais j'ai résumé à deux approches successives, et qui parfois sont encore malheureusement contemporaines, malheureusement ou pas, c'est à chacun d'en juger. Donc je vous ai mis un petit dessin, un petit schéma, avec à gauche, c'est ça la gauche, hein, ouais, modèle médical et individuel du handicap. Et vous voyez que dans ce modèle, schématiquement, hein, le problème, c'est la personne. La personne n'a pas l'usage de ses mains, la personne est confinée dans son fauteuil, elle ne voit pas ou n'entend pas, etc. Dans le modèle social qui est à droite, social du handicap, qu'a évoqué tout à l'heure Madame Padovani, la société est le problème. Bâtiments mal étudiés, transports inaccessibles, pas d'espace de parking, etc., etc. En d'autres termes, et pour l'illustrer, pourquoi cette personne ne peut-elle pas aller voter? Parce qu'elle ne peut pas marcher. Ça peut être une approche. Parce qu'elle est paralysée. Seconde approche. Parce qu'il y a une barrière architecturale. Il n'y a pas de rampe d'accès. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on l'a vu ce matin quand le monsieur qui est intervenu à l'ouverture est descendu, là, il y a une rampe d'accès, mais elle est drôlement mal foutue. Hein, parce qu'il a fini avec la tête dans la porte à l'arrivée. Donc, ça ne suffit pas forcément tout le temps de faire les trucs, il faut y penser aussi. Exclusion du vote, négation du droit de vote. En fait, ça nous renvoie à quoi? Modèle individuel du handicap en bas, modèle fonctionnel ou modèle biomédical, peu importe, et modèle social du handicap en haut, modèle environnemental, modèle des droits civiques. Je pense que vous faites bien la différence entre ces deux approches. Ce qu'il convient, mais je vais revenir dessus après, ce qu'il convient tout de suite de dire, c'est que elles ne sont pas opposables, ces approches, qu'il faut au contraire essayer de les articuler, mais que ces deux approches ne sont pas opposables. Historiquement, les mouvements de personnes en situation de handicap pour le respect de leurs droits humains et la vie autonome sont issus de personnes, alors moi j'aime pas parler de minorités, parce que souvent même statistiquement ce ne sont pas des minorités. Si on parle de la minorité des personnes avec handicap, ça ne correspond pas vraiment à une réalité. Par contre, c'est généralement des populations qui sont stigmatisées. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de féministes et de féministes noires, notamment, qui étaient doublement discriminées. Et se sont saisis vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont saisis à la fois du mouvement pour la vie autonome et à la fois de l'autodétermination, en disant il n'est plus possible que l'on décide pour nous et qu'on soit instrumentalisé. C'est comme ça qu'est arrivé historiquement le passage vers le modèle social du handicap et qui est arrivé jusqu'à la CIF que vous avez évoqué tout à l'heure. Avec l'idée que c'est sexisme, racisme, capacitisme, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, capacitisme, c'est le même combat, c'est-à-dire un combat contre lequel il faut sans doute se lever. Ce que je vous ai lu tout à l'heure de l'intervention de la maire de Lyon, enfin la maire par intérim de Lyon, ça s'appelle du validisme. C'est une discrimination par validisme. L'évolution des modèles conceptuels, académiques. Donc on est passé graduellement d'un modèle social à un modèle social du handicap, à la reconnaissance croissante des dimensions environnementales, et on va essayer de mettre tout ça en schéma après, et le handicap devient un enjeu de droit humain. Donc vous avez bien compris ce truc, c'est que tout d'un coup, on se dit, on ne peut plus questionner l'entrée par le droit,
Parce que si on questionne l'entrée par le droit, on considère que les personnes ne sont pas des citoyennes de droit. Donc quand on a affaire à une personne avec handicap, on ne peut pas questionner le droit, on ne peut pas questionner sa place de citoyenne. Et on reconnaît du coup de plus en plus l'impact des dimensions environnementales sur les situations de handicap. Et on va essayer de revenir là-dessus. L'impact des dimensions environnementales sur l'émergence ou la structuration des situations de handicap. Une petite citation qui peu ou prou, mais c'est pas exactement celle-là, renvoie à la loi de 2005. C'est pas exactement celle-là dans la loi de 2005, mais ça renvoie à l'idée de la loi de 2005. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Ça reprend un peu tous les termes que vous avez employés tout à l'heure. Et l'idée, c'est ça le premier petit schéma, et vous avez évoqué ça aussi tout à l'heure, c'est la question de l'interaction. C'est de se dire que ce qui va produire ou ne pas produire une situation de handicap, c'est la rencontre à un moment donné entre un individu avec toutes ses caractéristiques, toutes ses particularités et un ou des environnements. Et je vais pousser un petit peu plus loin que la question de l'environnement d'ailleurs. Je vous ai remis le modèle, là, il n'est pas arrivé, le voilà. N'ayez pas peur, ça dit la même chose. Vous voyez qu'il y a des facteurs personnels à gauche, des facteurs environnementaux à droite, donc la personne d'un côté, l'environnement de l'autre, et c'est l'interaction qui va soit générer des situations de handicap, soit générer la possibilité d'une participation sociale. Donc ça veut dire que une personne en situation de handicap, en soi, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est les termes qui sont repris dans les textes aujourd'hui, c'est les termes que tout le monde utilise. Mais une personne en situation de handicap, elle n'existe qu'à la lueur de sa rencontre avec un environnement. Le monsieur, je suis désolé, je n'ai pas le nom, le monsieur qui est intervenu ce matin, on ne peut pas, du fait de la rampe qui existe là, on ne peut pas le dénommer en disant ce monsieur est une personne en situation de handicap. Non, parce qu'il a pu descendre jusque-là et avoir accès à l'endroit d'où il devait parler. Par contre, s'il n'y a pas la rampe, on va dire que c'est une personne en situation de handicap. Alors c'est assez facile pour tout ce qui est de l'ordre du moteur, c'est beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est de l'ordre du psychique et de la déficience intellectuelle, mais on ne rentrera pas dans ce débat-là. C'est pour ça que je n'emploie pas, ou j'essaye de ne pas employer le terme de personne en situation de handicap, autrement que dans le constat d'une situation de handicap. Sinon, on continue à enfermer les personnes dans une dénomination et des représentations qui font d'elles une seule chose pleine et entière, des handicapés. Les personnes ne peuvent pas se définir par leur handicap. Le handicap est une des composantes de leur identité. Donc les personnes sont comme vous et moi, des personnes qui ont des particularités dont certaines vont donner lieu à une reconnaissance de handicap. Et ce qui est important de comprendre, mais vous l'avez déjà compris, c'est que rien n'existe hors de l'impact de l'environnement. Si on déroule le fil, et je sais que ça ne plaît souvent pas, si on déroule le fil, on peut dire que, en soi, écoutez ce que je dis, enfin, je vais vous l'expliquer après, mais en soi, le handicap, ça n'existe pas. Non pas la reconnaissance de handicap, mais le handicap n'existe pas. Il n'existe pas en dehors de la rencontre d'une personne avec un environnement, je le redis. Ce qui n'enlève rien au fait qu'une personne avec trisomie va rester une personne avec trisomie, qu'une personne avec un trouble du spectre autistique aura vraisemblablement encore son trouble du spectre autistique. Mais pour autant, elle n'est pas handicapée si l'environnement lui donne, avec elle, les moyens de pouvoir exprimer ses potentialités, ses habiletés. C'est ça l'enjeu plein de la question de la démarche inclusive. C'est comment je fais dans l'accompagnement que je mets en place, comment je fais pour, avec la personne, adapter les environnements, adapter les situations, pour que la personne puisse être en situation d'exprimer ses habiletés, ou compétences si vous préférez, puisse être en situation
d'exprimer ses habiletés et donc d'être dans une participation sociale. Le sport est une forme de participation sociale. Plutôt qu'être dans une situation de handicap qui renvoie au fait qu'elle n'est pas en mesure d'exprimer ses habiletés. Et donc, on a un rôle, nous, environnement, puisque nous sommes environnement quand on pense professionnel, nous avons un rôle majeur à jouer, non pas en considérant que nous sommes seuls responsables de la situation, puisque vous avez bien vu, c'est une interaction. C'est-à-dire que ça engage les deux partenaires. Ça engage la personne et ça engage l'environnement. La personne a sa part de responsabilité. Elle ne peut pas attendre que l'environnement s'organise de tout pour lui permettre d'être dans l'expression de ses habiletés. Elle doit s'y coller aussi, comme vous et moi. Elle doit s'y coller. Donc sa responsabilité est entière. La responsabilité de l'environnement est entière. L'environnement doit parvenir à développer tous les moyens à sa disposition pour permettre à la personne, avec elle, avec son accord, et pas en pensant pour elle, avec l'expression de ses désirs et de ses besoins, pour permettre d'exprimer les habiletés. C'est ça l'enjeu de la société inclusive. J'en profite pour le dire, mais certains l'ont déjà remarqué, certaines l'ont déjà remarqué. La société inclusive, qui est le titre d'un des bouquins de Charles Gardou, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme de parler de société inclusive, parce qu'une société, par définition, elle intègre, inclut, englobe l'ensemble des éléments qui la constituent. Alors j'ai demandé à Charles, pourquoi vous avez écrit société inclusive, puisqu'une société, ça prend en compte l'ensemble des éléments qui la constituent. Il m'a dit parce que nous avons tellement d'éléments d'exclusion qu'il est nécessaire de rappeler que notre fonction, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette société soit effectivement inclusive. Je continue un peu, je vous remets le modèle, et après c'est fini juste après. Je vous remets ce modèle-là, qui est le même que celui-là, mais celui-là est de 98, celui-là est de 2010, et en fait, il intègre un élément qui, j'imagine, est assez intéressant, notamment dans l'accompagnement au sport. Il l'est dans l'accompagnement d'une manière générale. C'est écrit en petit, c'est à l'intérieur de chaque rectangle, vous avez FPFR, facteur de protection, facteur de risque. Et en fait, ce que dit Patrick Fougerolas et le réseau international pour le processus de production du handicap, ce qu'il dit, c'est que l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de ces environnements vont se balader assez régulièrement entre deux pôles. Facteur de protection, qui culturellement est celui qu'on a. Il faut protéger les personnes, c'est ce qu'on nous apprend. Et le facteur de risque, qui développementalement est absolument incontournable, c'est-à-dire que ça vaut pour tout le monde. Hein. Encore une fois, on sort du handicap. Ça vaut pour tout le monde. Personne ne peut se développer sans prendre des risques. Donc ça veut dire que si on veut permettre aux personnes d'être dans la participation sociale, on doit nécessairement leur permettre de prendre des risques. Et la question qui vient généralement juste après, c'est comment on prend des risques mesurés. Et qui mesure les risques? C'est la même question que qui mesure les besoins. Et les risques, ils se prennent collectivement, ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un risque ou décider d'un risque pour la personne. Je termine, je crois que c'est l'heure à peu près, je n'ai pas regardé, mais ouais, on doit pas être, c'est ça, hein? Ouais. Je termine sur cette avant-dernière diapo, la dernière, il n'y a pas de texte. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire des incitations factuelles, c'est-à-dire pour de vrai, pas juste en l'air comme ça, des incitations à l'émergence de nouvelles cultures partagées. Parce qu'en fait, et ça a été dit en introduction, et j'en suis persuadé, et je le constate sur le terrain, parce que j'ai vieilli depuis 25 ans, et il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui arrivent, c'est vraisemblablement par l'essaimage, au sens d'essaimer, d'une culture partagée que les choses vont changer. On l'a bien vu, les injonctions, le fait de nous dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça », ça ne suffit pas. C'est nécessaire, il faut nous le rappeler, mais ça ne suffit pas. Donc c'est sans doute par des moments partagés, mais des moments aussi partagés dans l'accompagnement de tous les jours, hein,
qu'on peut faire changer le regard. C'est ça la culture partagée, faire changer le regard, faire des pas de côté, comme disent certains, c'est-à-dire sortir un peu de ses propres zones de confort pour aller vers une culture qui ne discute plus la place légitime de l'ensemble des personnes, avec handicap ou pas. Hein. On est bien au-delà de la question du handicap. Encore une fois, c'est juste une question de reconnaissance d'humanité. Il y a un des enjeux évidents autour de la réorganisation des professionnalités, grâce à l'expansion des espaces de co-construction, promouvant la responsabilité, etc., etc. C'est pas la peine de le traduire, ça oui, c'est n'importe quoi. C'est moi qui l'ai écrit, hein, donc j'en prends la pleine responsabilité. C'est juste pour dire que la question de l'accompagnement à la démarche inclusive, c'est une question non pas de se dire je fais mal mon boulot, quels que soient les secteurs d'activité, hein, non pas de se dire je fais mal mon boulot, c'est de dire comment je peux réorganiser mes pratiques professionnelles. Comment je peux réorganiser mes pratiques professionnelles pour qu'elles soient effectivement, je vais reprendre les termes de ce matin, au service du parcours des personnes. Et pas au service de la déclinaison des zones de confort que je connais, pas au service de la déclinaison de ce qu'on m'a appris à faire nécessairement, pas au service de la déclinaison d'un penser pour l'autre, mais au service de la déclinaison d'un parcours co-construit, co-écrit avec la personne. J'en profite, je refais une petite incise vers Madame Cluzel. Elle emploie très régulièrement le terme d'actrice. Il faut que les personnes soient actrices, c'est marqué dans à peu près tous les écrits. En 22-23 ans de parcours médico-sociaux et éducation nationale, je suis passé dans tellement d'endroits où j'ai vu des magnifiques acteurs et actrices. Vous savez ce que c'est qu'un acteur ou une actrice? C'est généralement quelqu'un qui joue un scénario qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et bien des magnifiques acteurs et actrices, j'en ai vu beaucoup. Et ils deviennent tellement bons acteurs et actrices que quand vous passez dans des foyers d'hébergement ou foyers de vie avec des personnes de 30, 40, 50, 60 ans, vous avez beaucoup de personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer un désir ou une envie. Parce qu'ils ont grandi et évolué dans le faire pour l'autre, le faire comme l'autre attend. Et ça, c'est être acteur. Ce qui nous intéresse dans la démarche inclusive, c'est que les personnes, elles participent à l'écriture. On peut parler de co-auteur. Co-auteur, parce qu'on est dans des systèmes de co-construction. On influence les parcours, mais on veut que les personnes sortent du simple statut d'être celui qui agit ce que d'autres ont décidé pour lui. Et donc la question du risque là-dedans, elle prend aussi une sorte de résonance. Et puis, la dernière chose, mais je l'ai déjà dite, c'est une conviction non négociable d'appartenance inconditionnelle, avec une question qui est simple. Julia, dont je vous ai parlé ce matin, celle qui est devenue une princesse là, ce matin au petit-déj de l'hôtel. Julia, elle dit aux professionnels la plupart du temps, posez-vous cette question quand vous faites quelque chose dans l'accompagnement avec une personne, quand vous lui proposez quelque chose. Est-ce que ce que je lui propose, je l'accepterai pour moi ou pas? Elle n'est pas la seule à le dire, hein, Julia. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, ça. Beaucoup de personnes avec handicap qui le disent. Est-ce que ce que je lui demande de faire, ce que j'envisage pour elle, je l'accepterai pour moi? Mais vraisemblablement pas. Pas tout le temps, hein. Mais c'est sans doute une bonne question. Et je termine avec ces deux petites planches que j'aime bien. Dans ton école, il y a des étrangers? Non, dans mon école, il n'y a que des enfants. Ça, je l'utilise beaucoup dans l'éducation nationale, c'est intéressant. Parce que j'étais avant-hier, avec une formation avec des AESH. Les AESH, c'est ce qu'on appelait avant des AVS, auxiliaires de vie scolaire. Maintenant, ça s'appelle, pas partout, assistant, AESH, assistant, j'ai plus, accompagnant d'élèves en situation de handicap. AESH. Et elle me disait, en début d'intervention, elle me disait, mais je vois des enfants en souffrance à l'école. Est-ce que vous pensez que l'école inclusive, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux? Alors, au-delà du fait qu'on peut constater qu'il y a un certain nombre d'enfants sans handicap qui sont en souffrance à l'école et pour lesquels on ne questionne pas la juste place de l'école, il y a aussi des enfants qui sont en établissement spécialisé qui sont en souffrance. Et je ne suis pas du tout en train de dire que l'un est mieux que l'autre, hein. Je n'ai pas de religion non plus là-dessus. La seule chose que je suis en train de dire, c'est que c'est sans doute la mauvaise question.
revenons à ce qu'on s'est dit là il y a 10 minutes, si on re-questionne le modèle qui est interaction entre une personne et un environnement, je constate que la personne est en souffrance, quel que soit l'environnement, et ben il faut sans doute qu'on s'interroge collectivement sur pourquoi elle est en souffrance et comment on peut l'amener à évoluer pour ne plus être en souffrance. Donc la question, ce n'est pas une question de dichotomiser en disant l'inclusif c'est bien, le spécialisé c'est bien, l'un est mieux que l'autre, etc. L'inclusif concerne aussi les milieux spécialisés. La démarche inclusive, c'est une démarche qui part de la personne, qui est avec la personne, au regard de ce qui fait sens pour la personne. Donc si faire sens pour la personne, c'est d'être en milieu spécialisé, cette démarche doit être considérée comme inclusive. Et un écueil qu'on constate très très fréquemment, en tous les cas chez un certain nombre de mes collègues, c'est le dessin de Guéluc, là, qui dit « tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses ». Voilà. Ça, je vais faire encore un écho à ce que Julia Boivin dit souvent. Elle dit, je crois qu'elle a 30 ans, sur mes 30 ans de parcours de vie, avec des rééducations permanentes, en fait, des zones de choix, on m'en a présenté beaucoup, mais en vérité, des zones de vrai choix, très très peu, c'était essentiellement des zones de non-choix. On m'a fait miroiter un choix, alors que pour de vrai, je n'avais pas véritablement le choix. Donc ça, c'est quelque chose, parce qu'on le fait tous, hein, on le fait absolument tous dans nos pratiques, d'avoir l'impression de donner le choix, mais d'avoir la réponse qui est déjà contenue dans le choix. Donc voilà, c'est juste des éléments pour vous amener, si ça vous intéresse, à réfléchir et puis à pouvoir peut-être le transposer dans vos pratiques professionnelles. Voilà, j'en ai terminé. On change. Hop. Faut pas que je bouge. Alors un grand merci du coup pour la qualité et la clarté de cette intervention. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on avait gardé un petit temps aussi pour qu'on puisse échanger avec les personnes au sein du public. Donc, alors soit vous avez une voix qui porte, ce qui est une possibilité, et donc à ce moment-là, peut-être pas forcément la nécessité à vous amener le micro. Sinon, du coup, Aurélie est là pour faire le passage micro. Est-ce qu'il y aurait parmi les personnes présentes des commentaires, des questions à adresser à notre intervenant? Des pas d'accord aussi. Des pas d'accord. Psychologue peut-être. Oui, j'allais dire, voilà, j'ai fait la même erreur que vous au départ, il y a presque bientôt 20 ans. Par contre, moi, j'ai persévéré, donc je suis psychologue et en plus, je suis partie en clinique, dans une orientation très psychanalytique. Après, du coup, je suis partie dans la systémie. Je voulais vous remercier pour votre intervention parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est une intervention, je trouve, pleine de sens et de bon sens, où j'ai reconnu aussi des principes de base qui est la légitimité de la place, celle que l'on se donne. Vous avez rappelé quelque chose que, effectivement, de base, que j'ai mis des années à comprendre, que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement chacun est responsable de se rendre légitime de sa place, de la place qu'il occupe. Et de tous les enjeux dont il est question, effectivement, de la reconnaissance, des limites. Les premières diapos que vous avez présentées dans votre intervention, ça m'a fait penser effectivement à cette question des limites. Des limites, et je me suis dit, ça me fait penser justement à un terme très freudien, cette inquiétante étrangeté que l'on a d'abord en soi et que finalement, dans sa rencontre avec l'autre, nous renvoie quelque chose de soi. Et moi, ce que je voulais juste un petit peu, j'allais dire, votre intervention m'a mené voilà, à réfléchir et à ce où j'en suis aujourd'hui, puisque je travaille également dans un établissement médico-social où on accompagne des personnes en situation de handicap depuis maintenant 7 ans. Et effectivement, toujours à cette question de se dire, ce principe de résonance que vous avez employé aussi à plusieurs reprises, de co-construction. Et c'est effectivement comment toutes ces idées, c'est très bien déjà de les avoir dans sa tête, mais comment du coup, après, on peut se les approprier et les incarner. C'est une autre étape. C'est quelque chose qui doit, voilà, qui s'expérimente au quotidien, j'allais dire dans sa vie d'abord en tant que personne et puis effectivement en tant que professionnel. Vous avez rappelé cette dimension humaine qui fait ce que nous sommes d'abord avant toute chose, et c'est surtout là quand l'on se rencontre.
Cette question des limites, comment on fait avec, alors moi, c'est ma façon que j'ai construite pour le coup avec justement dans ces rencontres au quotidien, où je me suis dit justement, on fait toujours focus. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je dis, voilà, j'ai fait la même erreur que vous, je suis psychologue. Je suis partie là-dedans. Et c'est vrai où toujours on se construit et on nous forme quelque part à se focaliser sur le problème, sur le pathos. Donc on a tendance toujours à se regarder avec nos limites, déjà soi, avec ce qui pose problème et qu'est-ce qu'on doit traiter comme problème. Et il y a une petite chose, moi, qui a révolutionné ma façon de voir les choses en tant que personne et puis en tant que professionnel, c'est de se dire à quoi le problème est une solution. C'est tout le paradoxe qui fait que nous sommes déjà en tant qu'êtres humains, qui fait qu'effectivement nous sommes des êtres déjà d'abord tous limités, nous sommes tous en situation de handicap. Après le curseur il est différent pour chacun bien sûr, l'expérience n'est pas la même, mais déjà se replacer dans cette condition-là et de se dire je fais partie du coup du problème, parce que vous avez bien rappelé aussi, je vous remercie, tout ce qui est, finalement, tout ça, c'est une question de relation. Et du coup, en quoi je fais partie du problème et du coup, en quoi je peux être une solution avec ce principe justement de résonance. Qu'est-ce que chez l'autre résonne en moi, qui est ce petit bout de soi qui peut permettre effectivement ce premier petit déplacement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on entend là? Non. Je ne peux pas bouger. Bloqué. Oui, merci pour votre intervention. Je reconnais un peu de systémie peut-être dedans, dans cette approche, je reconnais un peu de systémie peut-être, c'est-à-dire une approche systémique, s'intéresser au système. Je vais prendre un exemple de quand j'étais... c'est ma façon de travailler. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tous les cas, c'est celle qui, de mon point de vue, m'a permis... J'espère que ce n'est pas une illusion, de laisser le plus de place à la personne pour que l'expression de son choix soit véritable, sans essayer de m'y substituer. Quand souvent, vous le savez, les parents, pour des enfants de crèche, souvent ils viennent consulter un psychologue parce qu'il y a des problèmes d'alimentation, il y a des problèmes d'agressivité, il y a des problèmes de sommeil. Et une question qui me revenait souvent, c'était est-ce que c'est un problème parce que notre fils, notre fille, là, qui a 2 ans, elle dort dans notre lit? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ce que j'ai toujours répondu, et c'est pas une façon de botter en touche, hein, et puis je prendrai un autre exemple après, c'est pas bien ou pas bien. La question, c'est de savoir si vous êtes prêt à ce qu'à 14 ans, il soit toujours dans votre lit. Si ça vous va, alors c'est pas un problème que cet enfant soit dans votre lit aujourd'hui. Et je dis pas qu'il y sera à 14 ans. Mais c'est une façon de ramener les personnes finalement à se poser cette question que vous évoquez de l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je suis en train de projeter moi aussi là-dessus? Et je prends un autre exemple. J'ai fait beaucoup d'accompagnement suite à l'annonce de la trisomie 21. Donc suite à l'annonce aux parents de la trisomie 21. Et donc j'ai vu beaucoup de parents. Et un jour, ils sont arrivés, parce qu'avec Internet, ils identifient très vite les services. Donc ils sont arrivés dans mon service, un des CESA d'un service de soins que je dirigeais. Ils sont arrivés sans prévenir, donc ils se sont retrouvés au milieu d'un environnement avec des personnes trisomiques. Et ils sont venus dans mon bureau et ils se sont assis. La maman était vraiment démontée, hein, la gamine avait 15 jours. La maman était démontée, elle pleurait toutes les larmes de son corps, et voilà. Le papa, il essayait de tenir la baraque. Il faisait le bonhomme. Et ils m'ont dit, en fait, on est venu vous poser une question. On est venu s'assurer qu'on va faire le bon choix parce qu'on a décidé de la placer à l'adoption. Comment vous voulez être? Et c'est pas une façon, encore une fois, de se défausser, hein. Comment vous voulez répondre à une question comme ça? C'est impossible. Pourtant, il faut que ce choix, il appartienne... Vous imaginez la gravité, l'ampleur du choix. C'est un choix de vie, c'est un choix qui va prendre toute une vie. Il faut que ce choix, il soit définitivement un choix qui appartienne aux familles. En l'occurrence, là, à la famille. Et à aucun moment. Et donc, ce que je considère, moi, et ça, je sais que beaucoup de mes collègues n'aiment pas ça, ce que je considère, c'est que nous, professionnels, nous devons nous considérer comme des outils
au service du parcours des personnes. Et quand je dis outil, c'est pas déshumanisant, c'est pas objectivant, c'est pas instrumentalisant. C'est outil au sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en œuvre de tous les moyens qu'on peut développer et la mise en accessibilité du plus d'informations possible pour toutes les personnes. Mais d'informations non orientées, ce qui est très difficile, d'informations non jugeantes, de dire le choix que vous allez faire là, il va se faire dans cet environnement-là, avec ces enjeux-là. Et le choix, il ne peut pas ne pas vous appartenir. Mais ça, on est là au cœur de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'autodétermination, sur laquelle on n'a pas le temps d'avancer là. Mais on est vraiment au cœur de ça. On ne peut pas, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Il faut que la personne ait l'espace de dire. De dire non pas ce qu'on attend d'elle, mais de dire ce qu'elle sent d'elle. Et donc ça veut dire qu'un de nos boulots majeurs, c'est le travail sur l'accessibilité et la mise en accessibilité. C'est-à-dire comment on fait pour que les personnes puissent, avec toutes leurs difficultés, certaines ont des difficultés d'élaboration, difficultés de verbalisation, difficultés de conceptualisation, difficultés psychiques, etc. Comment on fait pour que les personnes aient le plus d'espace pour rendre accessible ce qu'elles sentent et ce qu'elles savent d'elles. Je pose souvent une question aux jeunes étudiants, jeunes pas en âge et jeunes dans la formation, aux jeunes étudiants, généralement dans les écoles d'éduc et les écoles de, ouais, peu importe, et je leur dis, est-ce que là, dans un groupe comme ça, est-ce que vous pensez individuellement vous connaître vous-même ? Et les gens font des réponses tout le temps comme ci, comme ça, en disant qu'on se connaît jamais complètement, que la vie est un long machin, etc., etc. Mais si je leur dis oui ou non, globalement, oui, j'ai l'impression de me connaître. Ok, est-ce que vous avez l'impression que les autres vous connaissent aussi bien que vous connaissez vous-même ? Pareil, on a le droit des... les gens ne connaissent de moi que ce que je veux bien laisser paraître, etc., etc. Mais sur le fond, oui ou non ? Bah non, je me connais mieux que ce que les personnes me connaissent. Ok, alors au motif de quoi ? Parce qu'une personne a une reconnaissance de handicap, elle se connaîtrait moins bien elle-même que nous on la connaît ? Est-ce que parce qu'une personne a une reconnaissance MDPH de handicap, nous, professionnels, on la connaît mieux qu'elle-même ? Est-ce que la difficulté, c'est pas plutôt comment on rend tout ça accessible ? Comment la personne a accès à des espaces d'expression de son identité et d'expression de ses ressentis ? Et comment on lui donne le plus d'informations autour de ça. Et pour moi, c'est le sens fondamental de la démarche inclusive, qui est, comme vous l'avez compris, mais encore une fois, c'est excessivement difficile, qui doit être teinté d'une volonté, j'appelle ça des déclarations d'intention, c'est des idéaux. Je me la mets dans la tête, et à chaque fois que c'est possible, ça marche, mais ça marche pas tous les coups, avec comme déclaration d'intention de ne pas juger et de ne pas se substituer. Et c'est pas du tout une façon de se dédouaner, c'est une façon de dire le parcours de vie ne peut appartenir qu'à la personne elle-même. Et quand les personnes disent ce dont elles ont envie et besoin, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se produire. Mon banquier, ça fait 25 ans que je lui dis des trucs. Et je crois qu'il n'y a pas une fois où il m'a fait la proposition que j'avais demandée, quand je suis allé négocier un emprunt, un truc. Pourtant, je dis. Et j'ai le droit de dire. Et personne ne remet en cause le fait que j'ai le droit de dire. La dernière formation qu'on a fait, parce qu'on fait des formations pour les personnes elles-mêmes, la dernière, pas personnes avec handicap, la dernière formation qu'on a faite dans un foyer d'hébergement, on a démarré avec des personnes qui avaient entre 30 et 55 ans, qui nous ont dit, c'était le début de la formation sur l'autodétermination, ils nous ont dit, nous, on n'a pas le droit de dire. Mais comment ça, vous n'avez pas le droit de dire ? Parce que si on dit, on a peur que les parents, hein, entre 30 et 55 ou 60 ans, les parents ou les professionnels nous grondent. On n'a pas le droit de dire. Il y a une dame qui est sortie de sa chambre à 14 heures. Sa chambre, foyer d'hébergement, c'est comme si c'est mon appart. Hein. Sa chambre. Elle sort à 14 heures, il y a un éduc qui passe, qui lui dit « Simone, qu'est-ce que vous faites ?» Non, qu'est-ce que tu fais en plus. « Simone, qu'est-ce que tu fais ?» Et elle dit « Je vais chercher de l'eau. » Et il répond « Non, non, Simone, le goûter, c'est à 16 heures. » Et ça, c'est aujourd'hui. Et donc, les personnes avec handicap, on leur a dit « Personne n'a le droit de vous interdire de dire. » Ça ne veut pas dire que ça va aboutir.
personne n'a le droit de vous interdire de dire, quand bien même ce que vous dites ne leur plaît pas. Et vous avez le droit de vous plaindre de ça. C'est les enjeux d'aujourd'hui. Et dans l'accompagnement, et alors là, je ne veux pas faire de généralité, je vais juste parler de ce que j'ai connu pendant 20 ans, et notamment de mes collègues enseignants de judo. Il y a parfois beaucoup d'injonctions qui font partie de l'entraînement, etc. Et ça a été, j'ai essayé évidemment avec ma sensibilité de développer des cours inclusifs, pas des cours spécialisés pour les handicapés, mais des cours inclusifs. Et ça a souvent été bien compliqué parce que ça venait questionner quelque chose qu'on a vu au début des diapos. Ça venait questionner la question du niveau, du classement et de la performance. Et de sortir de la culture de quand je fais du sport, je dois performer pour regagner, mais je suis sûr que ça vous en êtes convaincu parce que je l'ai vu dans le sondage tout à l'heure, pour regagner la dimension de il fait du sport parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui amène du bien, parce qu'il en a besoin pour sa santé, parce que je ne sais pas quoi. Mais de sortir de cette dimension exclusivement, ça a été compliqué, j'ai eu beaucoup de mal, malgré toutes mes convictions que vous avez entendues, je pense. J'ai eu beaucoup de mal pendant 20 ans à arriver à développer des espaces vraiment inclusifs dans le judo, en tous les cas, y compris avec la Fédération française, pour la question de l'accès aux ceintures noires des personnes avec troubles psychiques et déficiences intellectuelles, ça reste compliqué. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Il va falloir grimper. Un collègue de Houppette, ah non. J'ai pas trop l'habitude avec les micros, donc... Bonjour à tous. Moi, je suis maman d'une petite fille handicapée et je voudrais poser une question puisque aujourd'hui, la représentation de la personne en situation de handicap se fait toujours par le biais, on va dire, des instances, des grandes structures qui parlent pour la personne handicapée ou pour sa famille. Et aujourd'hui, ma question est sur la légitimité d'exister avec son handicap et de se représenter soi-même. Parce que moi, je dis très souvent, ce qu'on fait pour moi, sans moi, on le fait contre moi. Et ce manque de visibilité et ce manque de légitimité fait que ça tourne au clash parce que, comme vous l'avez bien spécifié, c'est que les injonctions sont pléthoriques, les structures sont aussi arc-boutées sur une organisation qui est très souvent, on va dire, confortable par rapport à une interprétation des lois. Et je me dis aujourd'hui, comment faire pour que la personne en situation de handicap ou sa famille, puisque l'handicap mental, c'est avant tout aussi la famille, comment générer une légitimité qui n'a pas à se discuter, c'est-à-dire sortir de ce validisme qui fait qu'on sait à notre place, on exécute à notre place, on nous propose à notre place, et que si par malheur on ne serait pas d'accord, on prendrait la porte avec pertes et fracas. Donc cette légitimité, est-ce que ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui au sein de la société, c'est-à-dire sortir de ce validisme pour que effectivement il y ait véritablement un lieu d'échange où il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre côté les ignorants. Je vous rejoins complètement sur ce constat. J'ai même appuyé avant-hier, j'étais sur une journée inaugurale pour le déploiement de la formation à l'autodétermination en Île-de-France pour les établissements. Et il y avait des personnes avec handicap. Et on a fait des jolies tables rondes où les professionnels ont continué à dire, à dire des choses sur l'autodétermination. Et il y a une dame en fauteuil avec une paralysie cérébrale qui m'a interpellé et qui m'a dit « mais c'est super tout ça, mais vous savez comment ça marche, c'est-à-dire que moi j'ai quelqu'un à la MDPH qui va évaluer mes besoins et il va les évaluer en 2 minutes par des gens qui la plupart du temps connaissent pas. Et elle m'a dit les professionnels, alors après c'était sa posture elle, les professionnels sont des incompétents. Et on continue à leur demander d'être ceux qui, effectivement, vont organiser notre parcours de vie avec les jolis projets personnalisés qui sont quasiment écrits avant même qu'on ait pu en discuter. Donc on a un vrai enjeu là. Et pour moi, c'est l'enjeu, justement, pour sortir de ça, c'est l'enjeu de la culture partagée. Et parce que vous voyez bien, comme vous l'avez dit et redit,
Les injonctions, elles sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Et il n'y a que par la culture partagée. Et moi, je pense, et c'est pas pour faire joli, je pense, parce que je l'ai souvent vécu, que les meilleurs ambassadeurs sont les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que dans les espaces sociaux et les espaces collectifs, c'est généralement de pouvoir constater, de pouvoir voir que faire des choix, c'est possible, que les personnes ne sont pas systématiquement à côté, qu'elles peuvent aboutir à des projets sur lesquels, si vous saviez le nombre de projets en plus de 20 ans, sur lesquels, si on m'avait demandé, j'aurais pas misé un centime. Le nombre de parcours de vie sur lesquels j'aurais pas mis un centime et vers lesquels les personnes sont allées. Et si on m'avait demandé mon avis, si je m'étais substitué aux parents ou aux autres professionnels, parce que d'autres professionnels nous demandent nos avis, à ce moment-là, eh ben, on aurait empêché ces parcours de vie. Donc la seule façon de sortir de ça, c'est de bouger le curseur, non pas comme certains le craignent en disant c'est la personne qui va prendre tout le pouvoir et puis nous on va devenir des exécutants, c'est pas la question. C'est déplaçons le curseur, faisons en sorte avec une culture collective que ça soit bien à partir de la personne que ça parte et ou de la famille, ça dépend des âges et ça dépend des situations, que ça soit bien. La loi le dit, hein. C'est ça qui est dingue. La loi le dit, hein. C'est la famille, c'est la personne qui. Mais sur le terrain, c'est pas grand-chose. Bah, je le sais bien. C'est pas zéro complètement. Soyons un peu optimistes et positifs. Mais effectivement, la culture du faire pour l'autre reste là. Et le problème, un des problèmes majeurs, à mon avis, c'est que ça part de bonnes intentions. C'est-à-dire que moi, dans mes 20, peu importe, X années de boulot, j'ai bossé avec l'éducation nationale et avec le médico-social et et avec les sportifs, et de mauvais professionnels, mal intentionnés, j'en ai vu très peu. Très très peu. La plupart, la grande majorité des professionnels sont des personnes bienveillantes dans les intentions. Mais on a cette culture indécrottable de la question de la protection, de la question de la vulnérabilité, de la question de l'incapacité ou de l'incompétence. On n'arrive pas à s'en sortir. À tel point que j'ai des collègues jeunes, et ça m'inquiète, universitaires, qui sont en train de repartir sur la question de la présomption d'incompétence. C'est dramatique. Ils font des communications là-dessus, sur la présomption d'incompétence des personnes avec handicap. Alors que moi, ce que je préconise, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, c'est la conviction inconditionnelle d'appartenance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Julia, elle dit souvent, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on crée des nous et des eux. Et on n'appartient pas à une même communauté, en fait. Et donc, ce que disent les textes, il faudra sans doute qu'à un moment donné, on y arrive, j'espère, et j'espère que je serai encore vivant, c'est de se dire, mais on ne questionne plus ça, et puis on bouge le curseur, et puis on rassure tout le monde pour leur dire, vous n'allez pas perdre votre légitimité, vous. Et la question d'exister, c'est ce que disait une dame avec un trouble du spectre autistique sur le truc inaugural d'avant-hier. Elle disait, mais nous, ce qu'on veut, elle parlait de nous parce qu'elle avait une asso, ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir exister et de pouvoir exprimer nos désirs. Exister. Julia, quand elle témoigne de son parcours, elle dit, on fait, mais est-ce qu'on est ? Je ne suis pas sûr. Elle dit, depuis que je suis gamine, que je suis née avec ma paralysie cérébrale, on m'a mis dans une course au progrès. Tout le temps. Et des espaces pour moi, des espaces d'expression de mon identité, eh ben, j'ai beau regarder, j'en ai pas trouvé beaucoup. Eh ben, c'est toute cette culture-là qu'il faut arriver à changer, je crois. Oui, ça marche. De l'expérience aujourd'hui, j'ai sur le terrain. Ma fille avait initié des cours de piscine adaptée avec un éducateur qui était formé et qui a pu apprendre effectivement à nager. Et je me dis, est-ce que aussi le langage commun pour que professionnels et personnes, on va dire, en situation de handicap divers et variés, ça serait aussi peut-être une formation commune, une connaissance commune sur le déficit et sur, je dirais, le besoin. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, quand on a besoin de construire une maison, on appelle un maçon. On n'a pas idée d'appeler une secrétaire ou on va dire un électricien.
On a besoin de faire un courrier, on appelle une secrétaire. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde de l'handicap, il n'y ait pas cette, cette formation, ces besoins de connaissances, puisque moi je le dis à qui veut bien entendre, en tant que maman, je n'ai pas su les choses comme ça. Je me suis formée, je me suis obligée à m'ouvrir sur cette notion différente ou en plus, ou on va dire, qui pourrait m'apporter une compréhension. Et le rapport à la formation, aujourd'hui, moi c'est ce que je palpe sur le terrain. Est-ce que c'est pas aussi un déficit qui fait que il y a incompréhension ou préjugés sur ce qui peut être envisagé ou mis en place ou étudié, voilà. Je partage ça. Moi, je milite pour les formations croisées, mais en même temps. C'est-à-dire, je milite pour que, si on veut vraiment promouvoir une démarche inclusive, si on veut s'inscrire dans de la co-construction, on ne peut pas former certaines personnes et pas d'autres. On ne peut pas former des personnes d'un côté et d'autres d'un autre. Donc, on ne pourra faire culture commune qu'à partir du moment où on sera réunis autour d'un même objet. Et c'est pour ça que l'idée, je finirai, ça doit être l'heure de finir, je pense. L'idée qui a été évoquée tout à l'heure encore par Mme Padovani, parce que c'est dans les textes, parce que c'est dans les écrits, de mettre la personne au centre, c'est une sombre connerie. Tant qu'on mettra la personne au centre du processus, elle va rester l'objet des projections de l'ensemble des personnes qui sont autour, c'est-à-dire des partenaires, famille, professionnels, etc. Si on veut véritablement être dans une co-construction inclusive, il faut permettre à la personne d'obtenir, d'avoir ce qu'elle a naturellement, ce qu'elle devra avoir naturellement, le statut de partenaire. Donc, à la table avec les autres partenaires. Et ce qu'on va mettre au centre, ça c'est le concept d'un sociologue qui s'appelle Ebersold, ce qu'on va mettre au centre, c'est le devenir de la personne. C'est-à-dire que ce qui va fonder notre action commune donc avec la personne, hein, pas pour la personne, avec la personne, c'est de se dire on va aller ensemble vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que le devenir, je pense que personne ici n'est en mesure de dire ce qu'il va devenir. On peut tous dire ce dont on a envie, besoin, ce qu'on ne veut pas, etc. Mais savoir ce que vous serez cet après-midi, c'est impossible d'en être sûr. Eh bien, il faut qu'on se mette la même chose dans la tête, c'est que ce n'est pas au motif qu'une personne a une reconnaissance qu'on connaît son parcours à l'avance. Et si on veut sortir de cette idée-là, on ne peut que se mettre d'accord sur le fait que on doit accepter de ne plus savoir vers où on va et qu'on doit mettre le focus sur comment on s'organise ensemble pour partir de la personne et avec la personne. Parce que sinon, on va continuer à être dans des démarches dont on a l'habitude, qui sont des démarches concernant les parcours, injonctives, prescriptives, etc. Et enfermantes parce qu'on continue à raisonner par silo, par étiquette, par handicap, par pathologie, et pas par ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire une identité humaine. Je pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses, mais je ne suis pas naïf sur le fait que ça risque de durer un petit peu. Je me posais la question, puisqu'on va aller sur du concret, hein, et je suis bien content d'entendre cette intervention, parce que nous, on part vraiment du besoin, c'est-à-dire qu'il y a cette demande de pratique sportive. Après, je me pose la question, c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est l'approche avec les clubs, on va dire ordinaires, pour accueillir les publics. Donc rien que de faire cette démarche-là, déjà, ça les met un peu de côté. Donc c'est vrai qu'on a des salariés qui font le tour des clubs, essayent de voir les problématiques. Est-ce que la question, elle est là? Quelle démarche on peut avoir auprès de ces clubs? J'ai pu entendre que vous avez en plus animé, enfin au niveau du judo, savoir, parce que c'est leur question aussi, dans quel groupe on va les mettre? Donc est-ce que c'est cette démarche juste de venir voir et que eux choisissent peut-être, si je comprends un peu le développement qu'on a pu avoir aujourd'hui, ou alors, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations des éducateurs qui se posent la question, mais voilà, quel niveau, où les mettre, comment, on ne connaît pas la personne. Donc c'est un peu sur ce développement de là, pour éviter justement de les stigmatiser trop déjà à leur arrivée.
Oui, ça c'est une vaste question. Et comme je vous disais, hein, je me suis un peu cassé les dents, moi aussi, sur ces questions-là. Ce que je dis toujours, c'est que on a évoqué la question de l'autodétermination, la question du choix des personnes, etc. Ce qui vaut, dans l'autre sens, ce qui vaut pour elle, vaut pour nous aussi. C'est-à-dire que, je parlais de mon banquier tout à l'heure, on est tous dans des systèmes de choix qui sont contraints. Donc il ne s'agit pas de dire qu'au motif qu'on va faire un développement inclusif, il faut que la personne puisse aboutir, la personne ou la famille puisse aboutir à tout ce qu'elle demande. On n'est pas là-dedans. On est sur comment on exprime les potentialités dans des espaces de contraintes. Donc il n'y a pas de raison de considérer non plus que ce qui vaut pour un autre enfant de ce club ne vaudrait pas pour cette personne, sauf à considérer qu'il y a des besoins tellement spécifiques qu'il faille des protections, des choses comme ça. Mais sinon, généralement dans les clubs, ce sont les dirigeants et entraîneurs qui prennent les décisions sur la façon dont on répartit dans les groupes, etc. Je pense qu'il n'y a pas de raison sur le fond, il n'y a pas de raison de remettre ça en question. Par contre, l'aide qu'on peut apporter, c'est une aide évidemment en termes d'accompagnement, mais c'est aussi et surtout, et ça en fait un peu le lien avec Madame peut-être, c'est d'associer les familles. Et ça, c'est super important. Parce qu'il y a quelque chose qui est là non plus non négociable et qui est un enjeu fort dans le partenariat et la coopération, c'est la question de l'expertise d'usage, l'expertise des familles. Les familles ont une expertise de leur enfant que seules elles ont. Et donc, elles doivent être invitées à la table, mais pas comme étant celles qui vont menacer la question des pouvoirs, etc., ou des décisions, mais celles qui puissent dire, voilà ce que je sens et ressens de mon enfant, et si ça va fonctionner ou pas. Quant à nous, enfin nous, je parle de moi parce que j'ai plusieurs enfants, dans mon parcours de père, ils ont fait plein de sports, les enfants. Et il y a plein de fois où ils sont engagés dans des pratiques qui n'ont pas du tout convenu. Et ils sont arrêtés. Et il n'y a pas de raison, au motif d'une démarche inclusive, qu'on refuse aussi cette possibilité de l'échec. Elle est importante. Par contre, ça s'accompagne. Il faut reconnaître absolument la nécessité de l'échec dans le développement. Je ne dis pas qu'il faut l'encourager, hein. Mais ça veut dire que avoir une démarche inclusive, c'est pas essayer de mettre encore plus de protection pour que ça soit sûr, il va y arriver. Non. Par contre, on amène les éléments au fil de l'accompagnement à la personne pour qu'elle comprenne que peut-être ça va être compliqué. Mais je vous rejoins sur la difficulté, malheureusement, parce qu'on est encore beaucoup sur des questions de représentation. Et vraiment, et je veux pas que vous le preniez comme une généralité. Ce que moi j'ai vécu beaucoup dans le monde sportif, que j'ai pas vécu pareil dans l'éducation nationale, ni pareil dans le médico-social, c'était un rapport à la question de l'aptitude à la performance. Et qui renvoie à des questions aussi de groupe d'âge, etc. L'aptitude à la performance. Dans les médico-social, j'ai senti d'autres choses, dans l'éducation nationale, autre chose. Et ça, je pense que c'est un frein. Donc si on arrive déjà à bouger ce curseur aussi, peut-être qu'on peut faire avancer les choses. Et après, c'est pas du tout provocateur non plus, mais je cherche le terme. C'est quoi déjà? APA? Non. C'est quoi? Parce que j'avais sportif, je ne voyais pas où je me collais le S, moi. Activité physique adaptée, c'est très intéressant d'avoir cette démarche-là, mais le terme lui-même, il contient quelque chose de la nécessité de l'adaptation, et on n'est pas sur une entrée par la question du sport collectif commun. Ce qu'on dit tout le temps, avec certains collègues, qui sont plus spécialistes que moi sur ces questions-là, c'est que le droit spécialisé et le droit commun ne doivent pas être opposés, alors qu'ils le sont souvent, un peu à l'image de l'école inclusive versus établissement spécialisé. Il faut juste rappeler que le droit spécialisé est une des déclinaisons du droit commun. La porte d'entrée, c'est le droit commun, même quand on est en établissement spécialisé. Le droit spécialisé, ce n'est qu'une déclinaison. Donc peut-être que pour l'ensemble des activités qu'on propose, on peut rentrer par cette espèce d'entrée commune et puis de voir après ce qu'on peut ou doit mettre en place de manière plus adaptée. Ça peut être une proposition, mais ça peut être très inquiétant pour les praticiens.
faut s'arrêter, je le sens. Un grand merci du coup pour ces interventions et je pense que ça fait écho aussi à la présentation sur cette idée d'interaction effectivement entre l'individu et l'environnement.